Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré aux femmes africaines. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, m'a rejoint pour cette troisième partie. Quel est l'apport des femmes africaines à l'économie du continent? Une question très importante à laquelle on répondra après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Victoria Seji. En Afrique, les femmes contribuent fortement à l'économie de leur pays. Dans le secteur agricole, pilier de croissance, elles représentent 70% de la main-d'œuvre et plus de 50% de la force de travail agricole dans la zone subsaharienne. Dans des pays comme le Rwanda, le Malawi et le Burkina Faso, elles sont même plus de 90% à y travailler, révèle un rapport de la Banque africaine de développement datant de 2015. Seulement, une minorité d'entre elles réussissent encore à intégrer la fonction publique ou à se faire recruter dans les entreprises. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'apport des femmes impliquées dans le commerce transfrontalier en Afrique subsaharienne représente près de 20 milliards de francs CFA. Un apport qui constitue un véritable levier de croissance et qui fait des femmes un moteur de développement de l'économie locale. Vous vous imaginez la femme congolaise croiser le bras, elle dit que je n'irai pas au champ, je ne me réveillerai pas à 5h à 4h du matin pour chercher le pain, je ne ferai pas mon petit commerce pour aller, je ne sais pas, coudre ou quoi, mais l'économie congolaise ou bien le pays sera par terre. La femme est un apport, est un atout majeur. Selon la Banque mondiale, les femmes sont également propriétaires du tiers de l'ensemble des entreprises en Afrique, avec le record de 81% au Nigeria, 61,9% en Côte d'Ivoire ou encore 36,8% au Sénégal. En Éthiopie, les femmes représentent 75% de la main-d'œuvre dans la production de café, mais ne perçoivent que 34% des revenus. Les femmes africaines sont ces femmes battantes. C'est la femme africaine, la femme paysanne particulière, la femme maraîchère qui soutient sa famille. Et comme elle est dans un secteur informel, généralement, et pas du tout répertorié, donc elle n'est pas classifiée, elle n'est pas connue, elle n'est pas inventoriée, on a tendance à croire que cette femme-là n'apporte pas grand-chose. Par contre, c'est la femme qui maintient actuellement l'Afrique. Pour des experts, il est plus qu'évident. Les difficultés rencontrées par les femmes contrarient le déploiement du potentiel de développement de l'Afrique. Pourtant, l'application sérieuse et véritable de mesures visant à combler les disparités fondées sur le genre pourrait non seulement les faire prospérer, mais encore générer des dividendes importantes et durables pour tous. Il urge donc de développer leurs compétences professionnelles et administratives en leur favorisant un plus grand accès à l'information, à la technologie, au crédit, à la formation et à l'éducation. Carole Chizomzo, c'est la femme qui maintient l'Afrique, dit l'intervenante de l'élément qui est passé. On va dire quoi? Que jusque-là, leur rôle est méconnu, alors que c'est elles, effectivement, qui tiennent l'économie. À quoi est-ce que c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on l'a méconnu si longtemps? Le rôle économique, le poids économique des femmes, pourquoi on n'en parle pas assez? Ah, ça, c'est une question intéressante. Je pense que on en parle, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, l'ensemble des Africains savent très bien que c'est la maman, la femme qui travaille dans les champs, qui éduque les enfants. C'est souvent la jeune fille qui va chercher l'eau, qui va chercher le bois, notamment dans tout ce qui est milieu rural. Par contre, on a du mal à l'admettre parce que c'est une lutte de pouvoir. Là encore, y compris au sein de la famille. Au sein de la famille, oui. L'homme doit garder sa place d'homme et doit montrer au reste de la société que c'est lui qui tient son foyer. C'est encore le poids des traditions, je dirais. Avant de passer à vous, Madame Dramé, Brice, un comparatif qui peut être intéressant. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la femme française, par exemple, ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. Voilà. Et de mon arrière-grand-père à mon père, en passant par mon grand-père, je ne me souviens pas de quelqu'un qui n'était pas content que sa femme aille travailler. Donc, là encore, on va voir
On n'a pas les mêmes combats. Non, non, c'est culturel. Je pense qu'il y a... En fait, en Afrique, la femme occupe vraiment le secteur informel. C'est-à-dire que tout ce qui est informel, que ce soit la main-d'œuvre agricole, que ce soit même au niveau du commerce en ville, la femme est majoritaire dans ces secteurs-là. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et pour tout le monde, c'est normal. Voilà. Maintenant, comment je peux dire, mais cet aspect-là n'a jamais choqué les hommes, puisque les hommes, ils trouvent leur intérêt, puisque les hommes, en général, c'est des fonctionnaires, ils se lèvent, ils vont au travail, la femme va dans son commerce. Non, pour ceux qui sont en ville, les fonctionnaires, ceux qui sont en ville, bien entendu. Maintenant, ceux qui sont en milieu rural, oui. Le monsieur, soit il accompagne sa femme où il va à la chasse, etc. Mais la vérité, c'est que c'est une situation qui a toujours existé, c'est une sorte de répartition des tâches, mais qui, malheureusement, je dirais, à cause, parce que les travaux champêtres, c'est quand même dur, hein, c'est des travaux pénibles. Mais le font, donc, les femmes le font avec beaucoup de cœur. Donc ça montre un peu combien de fois la femme africaine a de la force et de la vaillance à revendre. Voilà, maintenant, tout le combat consiste à injecter cette capacité de travail dans le secteur formel. Quand on arrive au secteur formel, c'est là où il y a la domination des hommes. C'est-à-dire que les hommes, c'est comme s'ils se sont organisés à maintenir les femmes dans l'informel et les hommes contrôlent le formel. C'est-à-dire que tout ce qui est... et perpétue la domination à travers ce contrôle du formel. Oui. Parce que la femme a des difficultés pour avoir l'accès au crédit, oui. Parce que quand il faut monter une entreprise, il faut de l'argent. Il faut accéder au crédit et donc il y a des difficultés. La législation n'est pas assez étoffée pour lutter contre les discriminations à l'encontre des femmes. Il n'y a pas assez de structures, d'organismes étatiques pour pouvoir accompagner les initiatives des femmes. Et donc, il y a cet aspect-là de domination de l'homme sur le formel. Et donc, il y a ces champs. Mais là encore, en tout cas, on verra que la femme africaine a toujours travaillé. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle a toujours travaillé. Mais toujours travaillé, mais jamais reconnu. Et jamais récompensé. Son travail n'est pas reconnu. D'où la question, comment planir les obstacles, justement, pour que son travail soit reconnu au même titre que le travail des hommes. Parlons de ces femmes vaillantes, veuves, qui perdent leur mari et qui seules élèvent 5 enfants, 4 enfants, 7 enfants. Nous sommes tous le produit du travail de nos mères ici à cette table. La question, c'est comment faire pour valoriser davantage ces femmes et pour reconnaître davantage le mérite de leur travail. Quel obstacle à planir? Alors, M. Tobé, heureusement, on peut dire heureusement, parce que depuis 1995, il y a eu quand même des collectes de données statistiques pour mettre... Pour visualiser ce que les femmes font dans l'économie. Et justement, surtout en Afrique, il y a eu ce rattrapage. Ces données ont été transformées sous forme de laboratoire pour mettre en évidence l'écart entre la contribution visuelle et la contribution réelle dans l'économie, de la part des femmes dans l'économie. Et donc, suite à cela, on a vu dans le reportage plus de 43% de la population, et quand même, la femme représente 43% de la population active. Et donc, s'il y a ce genre de statistiques qui sont faites régulièrement... Et en milieu rural, c'est 70%. 70%. Et comme il a si bien dit, Maître, c'est surtout en milieu rural que c'est très flagrant. Et donc, il va falloir faire quelque chose pour qu'il y ait une institution qui puisse représenter les femmes, qu'elles soient visibles dans l'économie. Or, elles y participent activement, mais elles sont invisibles. Et donc, il faut faire des campagnes de sensibilisation, que les politiques s'impliquent là-dedans. Parce que quand on regarde une femme qui s'implique dans l'agriculture, elle vend ses produits. Oui. Mais après, c'est les grossistes qui prennent. Et ce sont ces grossistes, c'est quoi? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont mis en avant. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait une parité à ce niveau-là. Là aussi, il faut favoriser, il faut mettre en œuvre une politique de valorisation des femmes et de promotion des femmes, y compris, comme l'a dit Laurence, dans les milieux économiques. Carole Chizomzo, j'aime bien votre nom, vous savez, ça une belle... Vous nous avez traduit le nom avant l'émission, c'est attaché à ses racines, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, ça tombe très bien. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des femmes veuves ou séparées ou divorcées, qui élèvent seules leurs enfants, mais il faut aussi reconnaître le travail de ces femmes qui ont certes des maris, mais des maris figurants, qui ne participent pas du tout à la vie. Et elles sont malheureusement nombreuses. À ces femmes aussi, il faut rendre hommage. Elles sont beaucoup nombreuses. Hein.
il faut faire la promotion des femmes dans les milieux économiques. Quel autre? Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'éducation. Comment justement favoriser? Qu'est-ce qu'il faut faire? On se souvient dans de nombreux pays, on a rendu la scolarisation gratuite pour les filles. Mais on s'est aperçu que quand le matin, on amène une femme, on dit il n'y a plus de place. Quand l'après-midi, on amène un garçon, on le prend. C'est parce que là aussi, les politiques n'ont pas mis les moyens qu'il faut pour favoriser la scolarisation des femmes. Je pense que c'est les politiques, mais c'est aussi une question de mindset, c'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a de nombreux papas africains qui pensent encore qu'il vaut mieux valoriser le garçon qui, lui, s'occupera plus tard de ses parents, alors que quand on voit dans la réalité, c'est surtout nous, les femmes africaines, qui prenons soin de nos parents après. Donc, il y a... que je... C'est la réalité. Moi, quand je vois pour mon pays ou même les pays voisins, c'est souvent les femmes qui s'occupent après. Ce n'est pas faux. Hein. D'aller faire à manger, de faire tout ce qu'il faut pour les parents. Donc, moi, je dis, j'ai des fils. Je me dis toujours, heureusement que j'ai des filles, parce que une fois qu'ils seront mariés, ils me connaîtront peut-être plus. C'est une question d'éducation. C'est une manière d'avouer que les femmes ont une grande influence dans les foyers, puisque les hommes qui se marient tombent sous l'influence de leurs femmes, oubliant leurs parents, alors que les femmes qui se marient n'oublient pas leurs parents, puisqu'elles sont influentes dans leur foyer. Donc ça montre quand même que la prédominance de la femme africaine dans le foyer. Hein. Je pense, le message un peu il ne faut pas sous-estimer ça. On ne se met pas. On a peut-être tort, mais on ne se met pas en avant, en fait. Les jeunes filles, il faut qu'elles prennent confiance en elles, il faut qu'elles fassent des études supérieures, il faut qu'elles prennent conscience de leurs capacités. Je le dis aussi parce que je suis dans un milieu très masculin. Si je n'avais pas eu cette éducation-là, si ma grand-mère ne m'avait pas poussée, ou même mon père, qui était quelqu'un qui a poussé autant les garçons que les filles dans notre fratrie, je pense que je n'aurais pas pu faire les études que j'ai faites, que je ne serais pas aujourd'hui chef d'entreprise dans le bâtiment, par exemple, qui est un milieu très masculin. Donc il faut vraiment changer les mentalités et coacher ses enfants, surtout ses filles davantage, et leur dire que tout est possible. Madame Dramé, un message à ces jeunes filles de nos pays qui ont la vie devant elles et qui sont en face des choix aujourd'hui. Quels choix doivent-elles faire? Quels conseils leur donner? Quel message leur lancer et pour les inspirer dans le choix qu'elles vont faire pour leur futur? Et je rejoins ma sœur, Michel Tobé, qui disait qu'effectivement, il faut l'éducation des filles. Tout doit passer par l'éducation. Et surtout, l'éducation en tant que telle, pas seulement que les filles, mais aussi les garçons, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que la femme a de l'influence. Une fois qu'elle est mariée, elle peut changer son mari qui a tendance à oublier sa famille. Donc l'éducation dans les deux sens. Surtout, il faut donner là. Il faut que les jeunes filles se disent que rien n'est impossible quand on veut. Quand on veut, on peut. Vous êtes la preuve, justement. Je suis la preuve. Et justement, j'étire mon énergie aussi de ma grand-mère maternelle, qui m'a élevée, qui m'a dit, dans la vie, quand tu veux, tu peux. Lève-toi, ne baisse pas les bras. Brice, c'est très intéressant. Elle évoque sa grand-mère maternelle. Elle aussi évoque sa grand-mère maternelle. On n'est pas nombreux à cette table à évoquer nos pères ou... Non, mais parce qu'il faut dire qu'en Afrique, la transmission, pour beaucoup, passe par les femmes. Passe par les femmes, oui. C'est ça, c'est le côté un peu matrilinéaire. Et ce qui fait que les grand-mères sont des figures, sont de grandes figures de référence. Les grand-mères, les mères. Les grand-mères et les mères. Donc c'est ça, c'est important. Moi, je dirais que les femmes, les filles, les jeunes filles ont besoin de modèles. Là, c'est important. C'est pour ça que la société doit promouvoir des femmes qui ont fait leurs preuves et par leur mérite, leur talent, leurs compétences. Il faut promouvoir les femmes. Il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise modèles. Il faut qu'il y ait des hommes politiques femmes. En fait, des femmes politiques modèles. Il faut que dans tous les secteurs d'activité, les femmes, ça existe, qui font du chemin, il faut les mettre devant pour que les filles puissent se dire que c'est possible. Voilà, parce qu'une société qui n'a pas de modèle, c'est une société qui ne va pas avancer. Mais moi, je dirais pour finir que j'ai une pensée donc à mon confrère Michel Ndoki, qui est une avocate, qui est actuellement emprisonnée au Cameroun pour avoir participé à une manifestation à l'occasion des élections qui se sont déroulées dans ce pays. Alors, c'est qu'on
lui réponde, c'est assez extraordinaire. Ouais. Donc moi, je pense que je demande, j'espère que le gouvernement camerounais va tenir compte de cette situation, et aussi à Brigitte Obissi, qui est une Gabonaise qui est en prison pour avoir postulé, pour avoir candidaté en concurrence avec une fille quelqu'un de la famille du président. Oui, je vous laisse le mot de la fin, Madame Dramé. Monsieur Togbé, je dirais tout simplement qu'aucune norme, aucune conviction sociale ne doit régir la vie d'une femme. Merci. Et nous devons porter ce message de dynamisme et de surtout compter sur l'être humain, la valeur humaine. Merci. Si nous voulons, nous pouvons. Merci. Dans un contexte d'urbanisation rapide et des zones rurales, il est très important de garder présent à l'esprit que nos grands-mères, nos mères doivent être nos références. Nous devons les écouter puisque de toute façon, ce sont elles qui nous ont donné la vie, qui feront de nous ce que nous et qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Merci à vous. Merci. Merci, M. Togbé. Merci de nous avoir invités. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous spécial consacré aux femmes. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci. Merci.